Corinne Lalo vient de le dire, il y a des collusions qui sont totalement insupportables et je ne vois pas vraiment comment on peut les faire sauter. Et il me semble qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'est que les individus commencent à se prendre en charge. Donc pour ça, il faut de l'information. C'était le sens des livres que j'ai voulu faire. Je ne l'ai pas fait pour vendre des livres, je le fais uniquement pour essayer de promouvoir cette idée qui est qu'on doit progressivement se former, parce qu'on ne peut pas compter sur ni le corps médical pour nous former, ni la publicité pour nous former. Vous savez qu'actuellement, le corps médical est formé par l'industrie pharmaceutique, alors on n'y est pas encore tout à fait, là pour l'instant on est surtout sur les cancers, on est sur pas mal de choses, mais début novembre en général, publicité sur la dépression. D'accord? Ah oui, c'est normal, vous êtes tous dépressifs, donc c'est le moment de vendre de l'antidépresseur. Pour l'instant, c'est la coqueluche qui revient, donc on a quand même quelques fers au feu, la coqueluche, la rougeole, donc il y a de la vaccination à vendre. Donc on voit bien que l'information ici, elle est strictement téléguidée par l'industrie, donc on ne peut pas compter sur eux. Donc effectivement, bien entendu, mais les médias, Corinne Lalo l'a dit, non, pas Corinne Lalo, Emmanuel l'a dit, sur la publicité, les médias sont alimentés par de la publicité, ils ont des sponsors, entre guillemets, dont ils ne peuvent pas se passer, c'est impossible, on a vu pour Le Monde sur une affaire récente, je n'ai plus en tête, mais ils ont été obligés de court-circuiter l'enquête parce que ça mettait en péril leurs ressources publicitaires. Donc c'est les patients qui doivent se prendre en charge, qui doivent connaître un certain nombre de choses, qui doivent connaître les scandales qui sont là dénoncés, mais qui doivent aussi connaître leurs possibilités alternatives. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et là, pour ça, il faut éveiller la conscience, il faut sortir de la peur. C'est le sens de ce dernier livre que je fais, excusez-moi si je refais encore un petit peu de publicité, mais il me semble important, effectivement, de mettre cela en avant. Il faut avoir des outils pour cesser d'avoir peur. Et donc, je considère qu'effectivement, il y a un point crucial qui est au cœur du sujet, c'est que la liberté thérapeutique ne peut aller sans la responsabilité personnelle. C'est-à-dire que moi, personnellement, en tant qu'individu, je revendique d'être responsable de mon état. Et en même temps, j'exige qu'on me donne ma liberté. Et j'attends qu'effectivement, le plus de gens possible se manifestent sur ce point-là. Bien entendu, il y a tout l'éventail des médecines non conventionnelles. Je rappellerai l'affaire de la loi de 2004 qui indique très précisément celle qu'on appelle droit des malades ou qu'on appelle également loi Kouchner, qui indique très précisément cette affaire de consentement éclairé, sur laquelle on ne peut rien faire. Ce qui veut dire que concrètement, même les droits sur l'euthanasie et tout ça, consentement éclairé. Je ne peux pas accepter un traitement, je ne dois pas accepter un traitement si je n'ai pas été éclairé et si je n'ai pas donné mon consentement. Donc pour mourir, c'est très simple, il suffit de ne pas donner son consentement. Donc, ça suppose une autonomisation médicale, c'est-à-dire connaître les problèmes de santé, aborder des questions simples. Nos grands-mères, nos mères, quelquefois pour certains plus âgés, utilisaient régulièrement des cataplasmes d'argile, des cataplasmes de moutarde, un certain nombre de remèdes qui fonctionnaient et qui permettaient de ne pas se ruer sur les urgences et sur le SAMU chaque fois que quelqu'un toussait un peu ou avait une fièvre un peu élevée. Donc on s'est débrouillé pendant de nombreuses années sans ces outils des urgences vers lesquelles tout le monde se réfugie maintenant. D'abord parce que les gens ont peur. Pourquoi à 3 heures du matin? Parce que c'est l'heure où on a la trouille. La nuit est déjà bien engagée et le début de nuit n'est pour très bientôt et pas pour tout de suite. Donc on a peur que ça dure. Et donc on a besoin d'aller vers des changements d'habitudes alimentaires, vers des changements d'attitudes mentales et émotionnelles. Et donc, voilà, je cesse parce que là, il y avait un petit coup de pub au passage, et donc je m'arrête. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je n'ai pas de livre, donc il n'y aura pas de publicité. Voilà.
Ça ne veut pas dire pas d'activité, parce qu'il n'y a pas que des livres. Pour ma part, j'ai fait le choix de tout donner ouvertement, gratuitement sur Internet. Donc, je n'attends pas de remerciements non plus. C'est simplement une question de choix de moyens de communication. En France, je suis active depuis 2007. En libre accès sur Internet, sur un blog qui s'appelle Pharmacritique. Donc j'ai abordé dans à peu près 700 articles toutes les questions, que ce soit le disease mongering, l'invention des maladies, que ce soit la société du cancer, que ce soit le problème de l'inefficacité des traitements du cancer, dénonçant en particulier, et c'est le sujet ici, c'est pour ça que je rebondis tout de suite, il y a un problème qui me semble doit être dénoncé en tant que tel, parlant de cancer. Donc, mis à part le problème du progrès thérapeutique qui n'existe plus, et on sait qu'il n'existe plus depuis une quinzaine, une vingtaine d'années en général. Donc, c'est le marketing qui a pris la relève. À chaque fois que nous avons des soi-disant nouveaux médicaments, ce sont généralement des copies des anciens médicaments. On ne peut plus parler de service médical rendu et encore moins d'amélioration du service médical rendu, mais malheureusement, la haute autorité de santé qui devrait faire ces évaluations-là ne les fait pas. Enfin, c'est des formalités, hein. Vous avez... la haute autorité accorde un niveau d'amélioration du service médical rendu de 1 à 5, mais c'est une pure formalité puisqu'elle n'a jamais rejeté un médicament pour cause d'amélioration insuffisante du service médical rendu. Alors, se pose la question pour ce qui est des cancers, donc outre les pollutions, les questions d'environnement, voilà, se pose la question d'un certain nombre de classes de médicaments et j'épingle très régulièrement sur Internet, donc en libre accès, la classe qui s'appelle anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux, c'est une vingtaine de médicaments et le problème est beaucoup plus grand que ce qu'on peut en penser parce que ce sont des médicaments qui résultent des biotechnologies, donc ça pose déjà un problème, puisqu'on ne sait pas très bien... Enfin, il y a encore moins de transparence sur le côté technologique, sur les méthodes de fabrication. Donc c'est déjà un problème en soi. Mais, comment vous dire, ces médicaments ont été inventés, il y en a eu un et après une vingtaine, mais c'est pratiquement du pareil au même. Seulement, ce sont des MeToo parce que, comme ça rapporte gros, chaque laboratoire veut avoir le sien et donc il suffit de nos jours de modifier un excipient ou quelque chose dans le médicament pour déclarer que c'est une nouveauté et donc chacun a son MeToo, moi aussi j'en veux en gros, hein. Voilà. Donc on en a inventé un premier, c'était pour les malades souffrant d'un cancer en stade terminal. Donc on savait très bien qu'il n'y avait aucune possibilité de guérison et lorsque ces premiers médicaments, ces premiers biomédicaments anticorps monoclonaux ont été mis sur le marché, c'était parce que certaines études très restreintes et selon une méthodologie très particulière ont montré que ces médicaments pourraient éventuellement prolonger de quelques semaines, si jamais ça arrivait, voilà, la vie des malades. Donc la question se pose, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc il y en a eu un, il y en a eu deux, puis il y en a eu une vingtaine. Et après, malheureusement, dès qu'on parle de cancer, et je vais laisser de côté l'exposé pour rester là-dessus, parce que on va voir que ça commence par le cancer, mais ça va dans d'autres domaines.
Et ça montre en fait, exemple concret à l'appui, les méthodes dont se sert l'industrie pharmaceutique. Donc, dès qu'on entend parler de cancer, on dirait que la raison est court-circuitée. Donc il y a une pression énorme, aussi une pression exercée par les associations de patients, il faut bien le dire, parce que de nos jours, on a l'impression qu'une association est synonyme de bénévolat, de désintéressement, voilà. Or la plupart des associations de patients sont financées par l'industrie pharmaceutique. Bon, il y a quelques mesures maintenant pour que ces conflits d'intérêts soient eux aussi déclarés, mais on en est encore loin. Et donc, il y a une pression extrêmement forte dès qu'on entend parler d'un médicament qui aurait une vague efficacité. Il suffit qu'un labo lance un vague discours de propagande sur une vague efficacité pour que toutes les pressions se mettent en place pour que ces médicaments soient autorisés. Et alors, comme je le dis,